Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la constitution du patrimoine en agriculture. Ce webinaire vous est proposé par Banque Populaire en partenariat avec le groupe France Agricole. Alors, selon l'INSEE, d'une étude qui date de 2021, les agriculteurs possèdent le patrimoine médian le plus élevé. Un constat qui s'explique par une situation, assez logique, notamment, par leur outil de production constitué de la valeur du foncier, du bâtiment, du matériel et du cheptel. En parallèle, ils exercent, ces agriculteurs, une activité capitalistique risquée, qui nécessite des investissements lourds et les agriculteurs donc comptent parmi les professionnels qui sont aussi les plus endettés. Dans ce contexte, quelle doit être la stratégie ou quelles sont les clés pour protéger ses biens, structurer et faire fructifier son patrimoine, tout en pensant à la transmission de ce bien dans un cadre solide et durable? Car il faut savoir qu'une stratégie mal préparée peut engendrer des pièges, qu'ils soient d'ordre financier, fiscaux, voire des conflits familiaux. Donc c'est sur ce sujet que nous allons, échanger ensemble pendant une quarantaine de minutes et à l'issue, vous aurez l'occasion de poser vos questions, sur le chat disponible sur la plateforme. Alors pour, évoquer ce sujet, j'ai le plaisir, d'avoir en présentiel, à mes côtés, Cyril Brousse qui est responsable du développement agriculture et green chez Banque Populaire. Bonjour Cyril. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Et à distance, nous a rejoint Denis Rochard. Denis est notaire associé, et professeur en droit rural à l'université de Poitiers. Bonjour Denis. Petite correction, je suis bien professeur, mais pas notaire associé, je dirige un département dédié au droit rural au sein des études. Il n'y a pas d'ambiguïté. Eh ben, merci pour la correction et toutes mes excuses pour cette, mauvaise présentation. Alors pour commencer, cet échange, je voulais commencer par peut-être par le b.a-ba. Heu, Pourquoi alors c'est une question, pour vous Denis, pour commencer. Pourquoi il est important pour un agriculteur de se structurer juridiquement, et à quel moment de sa carrière il faut le faire, plutôt que de rester en entreprise individuelle? Ah, le risque, s'il est en entreprise individuelle, c'est que son patrimoine va être considéré comme unique, même s'il y a une évolution récente de l'entrepreneur individuel. Mais il n'y aura pas de distinction finalement entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel. Et donc le risque, c'est que les créanciers, que ce soit ses créanciers professionnels liés à son activité agricole ou que ce soit des créanciers personnels, puissent saisir les biens quels qu'ils soient. Alors, certes, il y a une évolution récente, mais comme on est en présence, vous l'avez dit Hélène, des départs d'une activité qui est potentiellement à risque à cause des aléas climatiques, des aléas sanitaires, des aléas économiques, il a intérêt à se structurer. Alors, ça peut être se structurer pour isoler le foncier, on va y revenir, je pense. Ça peut être se structurer pour, comment dire, sécuriser tel aspect. Mais il faut qu'il réfléchisse d'emblée quand il se lance, hein, ses premières années. Est-ce qu'il doit structurer pour séparer patrimoine privé, patrimoine professionnel, voire au sein du patrimoine professionnel? Et après, comment il se structure? Et donc d'aller voir des professionnels pour éventuellement choisir la forme de société la plus adaptée à ses projets. Pour vous Cyril, est-ce que, le statut juridique est de nature à changer l'approche, de financement ou de gestion des risques? Par exemple, enfin, beaucoup font le choix du GAEC ou de l'ORL pour, la responsabilité limitée. Est-ce que par exemple ça, c'est une vraie protection? Alors le statut juridique n'a pas forcément changé notre approche, mais par contre va nous amener, dans le cadre de l'étude de dossier, à tenir compte de ce statut juridique sur plusieurs points. On va mesurer la cohérence économique entre l'activité professionnelle exercée, on terme sur l'exploitation agricole, et le choix de la société qui a été réalisé. Bien mesurer les bénéfices et les risques liés à chaque structure juridique. On va par ailleurs regarder la cohérence de répartition du capital entre les différents associés. Alors vous évoquez, Hélène, le fait d'avoir GAEC, EARL pour l'aspect de responsabilité limitée.
Oui, la responsabilité limitée, elle existe, mais elle a aussi ses limites. Parce que si on fait une responsabilité limitée, une société avec une responsabilité limitée, mais qu'en parallèle, l'emprunteur a souscrit une caution personnelle, en fait, la responsabilité limitée, elle tombe vis-à-vis de la banque. Voilà. Donc, ça existe, mais c'est à utiliser avec prudence, puisque selon les choix qui seront faits par la suite durant la vie de la société, cette responsabilité limitée peut voir son effet réduit. Alors, évoquer GAEC, notamment, effectivement, il y a aussi un certain nombre d'avantages économiques liés au GAEC, de par la transparence. Mais là aussi, il faut bien mesurer les bénéfices et les risques. Certes, le GAEC va permettre d'avoir plus de droits aux aides européennes, de déplafonner, ou en tout cas de multiplier les plafonds, mais en contrepartie, il y a une obligation de travail effectif sur le GAEC. Donc en fonction de chaque situation, on va, nous, à notre niveau, bien appréhender la cohérence entre le porteur de projet, ce que souhaite le porteur de projet et le statut juridique qui aura été retenu. OK, donc il y a pas, un statut juridique à privilégier plus qu'un autre. Il doit correspondre à ses objectifs et sa propre situation personnelle, en fait. Tout à fait, on a une richesse de statut juridique sur la partie agricole qui nous permet, qui permet au porteur de projet de pouvoir se faire accompagner et choisir le bon statut juridique par rapport à son projet. Alors si c'est un choix de statut, juridique que je fais à 20 ans ou à 25 ans quand je m'installe ou parfois p pour d'autres un peu plus tard, est-ce qu'il peut évoluer, au cours de ma carrière? Est-ce que c'est un point Tout à fait, encore par rapport à ce que je viens d'évoquer juste précédemment, c'est-à-dire que si la structure elle évolue, qu'il y a des nouveaux entrants, qu'il y a des nouvelles activités qui nécessitent d'être créées, enfin, sur cette exploitation-là, eh ben, le statut juridique devra être adapté. Et c'est là l'intérêt de travailler en concertation avec les différents partenaires, les conseils en termes de gestion, les notaires, la banque, de façon à pouvoir cheminer avec le chef d'entreprise pour qu'il puisse avoir un statut juridique le plus adapté. J'amènerai un point de vigilance sur les statuts juridiques quand on change de société, qui n'est pas toujours bien appréhendé, c'est la garantie d'actifs passifs. Quand on achète des parts sociales, alors certes c'est plus simple et Denis l'évoque assez régulièrement que c'est plus simple parce qu'on achète des parts sociales, mais il y a intérêt à ce que celui qui va faire l'acquisition de ces parts sociales prenne bien la précaution d'avoir une garantie d'actifs et de passifs. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à protéger en fait ce qu'on n'a pas vu dans le bilan ou dans l'acte de cession au moment de l'acquisition. On peut avoir des dettes fiscales, des dettes sociales qui ne sont pas inscrites au bilan. Et c'est normal puisqu'elles elles n'ont pas été déclarées au moment de la cession et elles peuvent arriver a posteriori, mais avec un fait générateur qui soit avant la cession de ces parts. Donc là, il y a quelques précautions d'usage à avoir avec les conseils. Denis, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous vouliez rebondir éventuellement? Oui, 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 alors je veux rebondir et appuyer sur ce qu'a dit Cyril. Il faut se méfier plus dans le monde agricole encore que dans les autres activités artisanales, industrielles, libérales. Il faut se méfier du mimétisme. Le monde agricole a souvent tendance à opter pour un modèle parce que le voisin a le même modèle. Alors ça, c'est clairement une erreur. Et Cyril l'a dit, la boîte à outils est très riche. Donc, le GAEC sera peut-être la meilleure des solutions pour Paul parce qu'il part avec son frère, ils sont jeunes, ils resteront longtemps GAEC. Et ce sera la pire des solutions pour Eric, qui est déjà âgé. Son associé, c'est son père qui, après-demain, va prendre sa retraite. Donc, ça n'ira pas. Donc, en agriculture, vraiment, il faut privilégier. C'est un peu comme en matière d'habillement, si vous me permettez, Hélène, la métaphore. Le sur-mesure va mieux que le prêt-à-porter. Donc, chaque cas est différent. Et nous, on insiste surtout, côté notarial, à se projeter. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous démarrez, mais monsieur, vous démarrez à 20 ans, c'est quoi votre situation? Je suis seul, j'ai l'intention de rester seul. Un tel type de structure va lui convenir. Je démarre seul, mais ma compagne que je vais bientôt épouser fait partie de l'aventure. Quelle place on va lui faire demain? Dans la société, pas dans la société, exploitante, non exploitante. Mes parents sont encore là, ils doivent faire encore 10 ans. Donc nous, il faut qu'on ait les conseillers, qu'on ait cette capacité à dire, aujourd'hui, la situation est la suivante, mais quelle vision, quel projet à moyen et long terme? Parce qu'on n'est quand même pas là pour faire et défaire en permanence. Faut éviter ça. Donc, faut rien s'interdire. Et vous voyez, et Cyril l'a bien illustré aussi, souvent les gens disent, je veux une société à responsabilité limitée parce que je veux être protégé.
du type GAEC, EARL, vous l'avez évoqué, Hélène. Mais si vous avez un capital social faible, peu de choses, la banque fera pas confiance et demandera, comme l'a dit Cyril, des garanties à côté, personnelles, sûreté réelle. Et donc, finalement, on est allé chercher une responsabilité limitée qui sera une frontière tout à fait poreuse entre patrimoine professionnel et patrimoine privé parce que à côté, on a consenti des sûretés personnelles ou réelles. Donc moi, enfin, ce que je m'emploie à faire souvent, c'est de dire aux gens, bon, aujourd'hui, voilà, vous venez me voir pour votre situation, mais c'est quoi votre projet demain, après-demain et même à moyen long terme. Et dernière chose, et pour répondre très directement à votre question, Hélène, à tel moment, c'est cette société qui va être adaptée, mais au bout de 20 ans, bah, il faut savoir évoluer, il faut savoir structurer différemment, parce que le contexte n'est pas le même économique, le contexte familial n'est pas le même. Entre associés, ça, on a pu évoluer, se fâcher, etc. Donc, régulièrement, à intervalles d'une dizaine d'années, quand même faire le point pour savoir est-ce qu'on est bien structuré ou pas. Je voulais enchaîner, sur un autre volet qui est, la protection, de son patrimoine et de ses biens personnels, pardon, et je vais vous redonner la parole, Denis. GFA, SCI, holding agricole dont on entend de plus en plus parler. Est-ce que ce sont des bons outils selon vous pour se protéger? Alors, toujours pareil, ça peut être un très bon outil comme la pire des choses. Avec toujours la même question, vous voulez ça, mais pourquoi vous voulez ça? Je vais prendre des exemples. Si vous vous dites, bon, je veux une SCI et y mettre dedans mes biens agricoles et mes autres biens, l'appartement que j'ai pu faire à titre d'investissement, etc. La SCI est l'outil adapté, c'est un réceptacle où on peut tout mettre dedans, on peut avoir des personnes morales, on peut avoir plein de choses dedans. Si maintenant vous dites mon objectif, en fait, c'est d'isoler uniquement mon foncier agricole, parce que je veux le protéger de mes créanciers professionnels et je veux anticiper sur la transmission. Si c'est pour avoir que des biens agricoles isolés, là, le GFA est l'outil parfaitement adapté. On va dissocier la propriété de l'exploitation agricole, avec des bons long terme, on va aller chercher des avantages fiscaux très, très conséquents depuis la loi de finances de 2025. C'est plus facile de partager des parts entre enfants que de partager des terres, donc le GFA peut être adapté. Mais attention, il faut avoir l'honnêteté de dire aux clients, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Un GFA, les parts sont peu facilement liquides, il n'y a pas vraiment de marché des parts d'un GFA. Donc, si les statuts n'ont pas été finement rédigés, les frères et sœurs peuvent se trouver dans une société avec un capital difficilement mobilisable. Donc, quel est le projet? Encore une fois, pour Pierre, le GFA sera adapté. Pour Paul, il ne faut pas aller sur le GLFA, il faut aller sur la SCI. Alors, quant au phénomène holding, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que il y a toujours la notion d'abus de droit qui est de plus en plus prégnante et de plus en plus définie strictement. Donc, il faut, quand on envisage un phénomène holding, que ce soit une vraie holding, c'est-à-dire une société animatrice qui a différentes structures en dessous, à qui elle donne des ordres, avec qui il y a des relations professionnelles, etc. Et pas que ce soit un phénomène qui puisse tomber sous le coup de l'abus de droit. Et puis, juste pour terminer, c'est, mais encore une fois, une holding, pourquoi faire? Alors, si c'est pour faire chic, en disant dans la réunion du vendredi soir avec ses voisins agriculteurs, rendez-vous compte, moi j'ai une holding, mais parfois Cyril l'a vu aussi, on a vu des gens, ils ont plein de sociétés, mais ils savent même plus vraiment ce qu'ils ont. Donc, quand on pilote une exploitation, c'est bien de savoir exactement comment on est structuré. Donc, on peut avoir intérêt à se structurer, mais il faut aller voir des professionnels pour faire un bilan de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que l'on veut, quel est l'objectif principal. Est-ce que c'est un objectif principal de, comment dire, optimiser la fiscalité? Est-ce que c'est un objectif principal de protéger sa famille? Est-ce que c'est un objectif principal de favoriser la transmission de ses biens? Et là, Cyril, moi, d'autres, on vous dira, ben, pour cette question-là, on a trois possibilités. Pour cette question-là, on n'a qu'une possibilité. Voilà, faire un état des lieux complet avant de prendre une décision. On est encore dans le sur-mesure, hein, si j'ai bien compris le le message. Hem, toujours. Cyril, est-ce que, pour la protection de ses biens personnels, il y a des éléments qui, selon vous, sont pas assez ou trop peu pris en compte?
Oui, il y en a quelques-uns et je pointerai du doigt la résidence principale. Alors, Denis l'a évoqué, on peut quand on est jeune, on démarre, mais ça veut dire que dès la construction ou dès l'acquisition de notre résidence principale à l'installation, on doit bien réfléchir son positionnement par rapport à l'évolution de la structure. Et ça, je l'illustrerai par 3 éléments: distance, lieu d'habitation, bâtiment d'élevage. Il y a des normes, il y a des contraintes. Demain, je veux céder ma maison, quand je partirai à la retraite ou que je céderai l'exploitation, à quelle distance aller des bâtiments d'élevage? Est-ce que ça ne sera pas un frein? Deuxième point, je construis ma résidence principale, mon lieu d'habitation, et on peut avoir un accident de la vie, une séparation. Si elle est au sein du corps de ferme, vraisemblablement, la valeur de l'habitation va être fortement diminuée par rapport à la valeur de construction. Parce que qui, demain, hormis l'exploitant en place, va vouloir venir acheter cette résidence principale qui est logée à l'intérieur du corps de ferme? Et puis dans l'enjeu de transmission, il faut aussi l'intégrer très tôt. Demain, je cède mes parts, je cède mon exploitation. Est-ce que je veux continuer à habiter sur site, au sein de l'exploitation? Ou est-ce que je suis prêt, parce que j'ai fait aussi le chemin psychologiquement de se dire, j'arrête mon activité professionnelle. Donc je quitte le lieu sur lequel j'ai travaillé toute ma vie pour aller habiter ailleurs. Est-ce que je l'ai anticipé? Est-ce que je ne l'ai pas anticipé? Parce que si je ne l'anticipe pas, un, psychologiquement, ça va être compliqué. Et potentiellement, deux, en termes de cession de cette résidence, si mon potentiel acquéreur veut bien des bâtiments d'élevage, veut bien de la structure, mais n'a pas besoin de lieu d'habitation puisqu'il a déjà sa maison, eh ben, on n'arrivera pas à la valoriser. Et ça pourrait même être un frein à l'acquisition du lieu d'exploitation. Donc voilà, la résidence principale, je pense, c'est un élément sur lequel il faut attirer notre attention, attirer l'attention de l'ensemble des porteurs de projets tout au long de leur carrière. D'accord, parce que ça peut vite devenir un handicap, en fait, hein, Ça par peut rapport assez rapidement venir un caillou dans la chaussure. d'accord. Et j'ose imaginer qu'effectivement, ça pas au fur et à mesure du temps, ça n'a pas été très pris en compte par les agriculteurs, c'est pas un réflexe, en tout cas. C'est-à-dire que le monde agricole évolue, Mmh. la constitution des foyers, de plus en plus de conjoints ou conjointes travaillent à l'extérieur. Donc il n'y a pas forcément le même attachement à avoir le lieu de vie qui soit au sein du corps L'exploitation. d'exploitation, du lieu de travail. Donc on a une évolution sociologique, et cette évolution sociologique, il faut aussi la prendre en compte d'un point de vue patrimonial et d'un point de vue investissement. Je vais rester avec vous, Cyril. Quels sont aujourd'hui les outils financiers qui permettent de sécuriser, l'exploitant face au risque, hein? On en a parlé, en introduction, c'est une activité, soumise à beaucoup d'aléas, donc quels sont aujourd'hui les outils, financiers, Alors ils sont assez nombreux, je vais en citer 5. La première élément, c'est la désensibilisation au risque. Alors qu'est-ce que j'appelle la désensibilisation au risque, notamment au risque climatique? C'est de donner, c'est de financer des investissements qui permettent de se protéger, d'être en amont de l'aléa climatique. Je pense par exemple à des tours antigel sur la viticulture, à des filets paragrêle, ou bien encore de financer des lieux de stockage de fourrage pour nos éleveurs. On a de plus en plus de sécheresse, on sait qu'on se dirige vers 2 affouragements, un d'été, un d'hiver, donc ça veut dire qu'il faut augmenter les capacités de stockage. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, si le risque il survient, eh ben, il faut que nos agriculteurs, nos exploitants aient pris une assurance pour couvrir ces risques, notamment les assurances récoltes. Protéger son patrimoine personnel, j'évoquais tout à l'heure la limite de la responsabilité limitée. Aujourd'hui, l'Europe, via le FEI, a mis en place une garantie INAF, qui est une garantie qui couvre 80% des investissements, qui est gratuite et qui n'engage pas le patrimoine personnel d'accord. des investisseurs, puisque c'est une contre-garantie européenne. Donc là, j'ai parlé d'outils de travail. Maintenant, parlons des exploitants eux-mêmes. 2 points. L'assurance emprunteur. J'emprunte, je fais un prêt, je couvre l'assurance. Je le couvre avec une assurance, de façon à ce que, en cas de problème de santé ou de décès, ma succession soit protégée. Et donc ça va pour l'assurance emprunteur, ça va également pour les prévoyances, les contrats de prévoyance, pour des accidents, pour les indemnités Quelle maladie, journalières, en d'accord. cas de maladie. Et là, on a réglé les éléments financiers. Et il y a un autre point je souhaite souligner, et ça, c'est après des échanges, notamment avec Denis et Maître Assin, qu'on l'a évoqué.
tous ces éléments-là protègent financièrement l'exploitant ou sa famille. Mais ça ne protège pas par contre l'activité opérationnelle. Demain matin, je fais un AVC, je suis dans le coma. Qui va gérer, très factuellement, Les la conditions. commande du camion d'aliments, pour nourrir les animaux? En fait, si je suis seul, c'était moi le gérant, personne n'a la capacité de le faire. Alors qu'il existe un contrat assez simple, mais là je parle sous le contrôle de Denis, qui est le mandat de protection future ou mandat de protection future à titre posthume, qui permet de régler tout ce côté opérationnel et de dire que si moi je ne suis plus en capacité de décider, j'ai préalablement désigné une personne qui le fera à ma place. Alors Denis, ce mandat de protection future, c'est un acte notarié? Vous pouvez nous en dire peut-être 2 mots, sur, O la façon oui, dont alors il est c'est un acte, qui déjà existe depuis un certain temps, mais qui est très, très mal connu. Alors, du monde agricole en général, pas seulement, toutes les professions malheureusement ne connaissent pas ça et Cyril l'a bien dit, moi je dis souvent quand je rencontre des agriculteurs, je dis: «Mais vous êtes jeunes, mais vous avez songé si demain, il vous arrive, un accident du travail, un AVC ou pire si carrément c'est un décès? Qu'est-ce que ça devient?» Alors j'ai vu des situations, histoire de se détendre un petit peu, où: «Ah, mais s'il m'arrive quelque chose, j'ai tout consigné sur mon téléphone portable». Alors je dis: «Ça suppose déjà qu'on trouve le téléphone portable, qu'on ait le code d'accès, qu'on sache où chercher et à supposer qu'on trouve, tout ça est dépourvu de valeur juridique». Donc il y a plus simple. Effectivement, la loi prévoit que pour une somme, tout à fait raisonnable, hein, Maître Hassan nous préciserait ça, mais c'est autour de 300 et quelques euros, on peut faire rédiger par acte authentique un mandat, alors soit de protection future, donc destiné en cas d'incapacité à gérer ses affaires, de désigner qui va être le mandataire, voire à titre posthume, ou là carrément en cas de décès, qui va gérer. La première chose, c'est déjà de dire que ça n'écarte pas les règles successorales. Donc je ne prive pas mon épouse, moi gravement malade, mon épouse de ses droits, moi décédé, je ne prive pas mon épouse, mes enfants de leur capacité successorale. Ça n'a rien à voir. Cyril a dit, c'est vraiment pour dire, si demain il m'arrive quelque chose, qui gérera mes affaires, qui prendra ma décision? On y pense de son vivant, on en parle avec ceux qu'on estime capables, tout ça est rédigé par acte notarié, bien sûr, il faut que la personne accepte. Donc ça peut être très bien, moi je l'ai vu en viticulture, pour gérer l'aspect vinification, distillation, ça va être un de mes amis qui a le même outil de travail, et pour la conduite du vignoble, bah, ça va être mon chef de culture parce que c'est lui qui le conduit. Donc au sein d'un même mandat, je peux désigner plusieurs mandataires. S'ils acceptent, on fait signer tout ça par tout le monde, et l'intérêt, c'est que ça ne se met pas automatiquement en place du seul fait de l'accident. S'il y a un accident, il y aura un constat par un médecin agréé près de la cour d'appel qui dira oui, vu son état, il n'est pas en capacité de prendre une décision, donc on actionne le mandat de protection future. Les gens peuvent être rémunérés pour ça, c'est une durée encadrée qu'on peut reconduire. Donc on peut vraiment, pour une somme assez modique, prévoir quelle est la règle du jeu si je suis dans l'incapacité de faire du cause accident ou grave maladie, voire pire, cause de décès. Et encore une fois, souvent les gens disent, mais je veux pas que ça prive mon épouse ou mes enfants de leurs droits. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que l'épouse ou des enfants mineurs sont en capacité, comme a dit Cyril, de commander de l'aliment, de déclencher l'irrigation des parcelles, de nourrir les animaux le lundi? Non. C'est peut-être son salarié agricole ou un voisin qui fait le même métier qui est sans doute le plus adapté. Donc on peut vraiment sécuriser l'opération à moindre coût, constater dans un acte notarié et avec des conditions très particulières de déclenchement, de compte rendu de gestion et de fin. Merci pour être, rentré dans le détail, Denis. Je voulais aborder un autre volet qui est, le volet fiscal autour de la transmission. Il y a un sujet qui revient, dans les débats à l'Assemblée nationale autour du pacte Dutreil. Je crois qu'il permet d'exonérer, des droits de transmission. Est-ce que, Denis, vous pouvez, encore une fois refaire un petit état des lieux de ce qu'est le pacte, Dutreil et quelles sont, les conditions d'application?
Bien volontiers, en essayant de faire simple et pédagogique, parce qu'on pourrait dégoûter n'importe qui à entrer dans le détail. Si vous voulez, aujourd'hui, une exploitation agricole, grosso modo, les 2 éléments à transmettre, c'est le foncier, donc les immeubles, bâtis ou non, hein, le corps de ferme, les terrains, et cetera, et puis ou des parts sociales. Bon, tout ça, ça peut coûter très cher. On l'a dit, c'est une activité très capitalistique. Les matériels coûtent cher, les animaux, ça peut coûter cher, les stocks, ça peut coûter cher. Eh bien, pour ces 2 types de biens, pour les immeubles, on a, si on sait anticiper, on a des outils qui permettent de diminuer la pression fiscale. Il ne s'agit pas d'éluder l'impôt, hein, on est bien clair. Ce n'est pas de l'abus de droit, c'est de diminuer la pression fiscale. Pourquoi? Parce que le législateur a dit, comme ce sont des entreprises lourdes à transmettre, on va prévoir des moyens pour le faire passer à la génération suivante en baissant la pression fiscale. Sur les immeubles, les terrains, par exemple, ça peut être de concéder des baux à long terme, auquel cas on a des exonérations des 3/4 jusqu'à un certain plafond et de la moitié au-delà, suivant la durée d'engagement qu'on prend de conserver les biens. Et on peut aussi le faire à travers un GFA. Et puis Hélène, sur les parts de société, j'ai ma SCEA, c'est là que sont les valeurs, le stock, le matériel, etc. Eh bien, le pacte du trade, du nom de son auteur, lui a permis, dès le milieu des années 2000, de dire, eh bien, si j'ai un chef d'entreprise qui a des parts sociales, qu'il les transmet à ses enfants, que ceux-ci prennent une durée d'engagement, qu'ils prennent des engagements en termes de participation à la gestion, de finalement, en résumé, de dire, je vais prendre le relais de mon père et je vais poursuivre l'entreprise familiale. Donc, avec des engagements bien particuliers, consignés par la loi, eh bien là, quand le notaire, quand le professionnel devra calculer les droits à payer pour l'État français, c'est une exonération des 3/4 sans aucun plafond. Donc, si j'ai prévu un pacte du trade en respectant les conditions a priori, les conditions a posteriori, pour le dirigeant qui transmet, pour ceux qui en bénéficient, les enfants qui arrivent derrière. Si je transmets une entreprise qui vaut 1 million d'euros, si j'ai un pacte du trade dans les règles de l'art, les droits de mutation à titre gratuit pour les parts sociales s'appliqueront seulement sur 25% de la valeur, sans aucun plafond. Sur les terres, c'est plafonné. Là, c'est sans aucun plafond. Donc, en fait, souvent, moi, je dis aux gens, on a une activité agricole qui est dure, pas forcément très rémunératrice durant sa vie professionnelle, avec une retraite, on ne va pas se mentir, assez faible. Et le paradoxe, c'est que quand on veut transmettre cet outil, il représente souvent un capital conséquent. Vous l'avez dit, Hélène, en entrant. C'est l'INSEE qui nous dit qu'avec les professions libérales, c'est le patrimoine médian le plus élevé. Donc, s'il vous plaît, les agriculteurs, anticipez pour, avec vos conseils, voir s'il n'y a pas des outils qui permettent de baisser la pression fiscale. Et quand tout ça est fait, il n'y a pas de difficulté. On sait favoriser la transmission de l'entreprise agricole et le pacte du trade est largement pratiqué dans les autres secteurs d'activité, peut-être pas tant que ça dans le monde agricole. Il y a un autre sujet sur lequel vous m'avez alerté dans le cas de la transmission, c'est le sujet du compte courant d'associés. Alors pareil, Denis, est-ce que, vous pouvez nous le définir? Et puis après on passera la parole à Cyril. Je vais vous le définir de manière, comment je pourrais dire, dans un langage simplifié, potentiellement une bombe. En ce sens, c'est quoi le compte courant? En fait, c'est une ligne de trésorerie qui va exister entre la société et certains de ses associés. Soit l'associé prête de l'argent à la société, auquel cas, il va avoir un compte courant créditeur. La société lui doit de l'argent, puisqu'entre guillemets, elle a fait un peu la banque, hein, Cyril. Soit c'est un compte débiteur, c'est-à-dire qu'on a un associé qui a pris plus d'argent qu'il ne doit dans la société et qui doit de l'argent à la société. Alors ça, Hélène, c'est terrible. Pourquoi? Parce que d'abord, les gens ont le sentiment parfois d'être riches, ils le sont sans l'être. Je m'explique. La société me doit 200 000 euros, il est inscrit dans un compte courant que je n'ai pas pris tout ce que je devais en termes de rémunération, de revenus, et j'ai un compte courant de 200 000 euros. Mais est-ce qu'un jour la société
sera en capacité, vu sa trésorerie, de vous verser 200 000 euros. Jamais, pratiquement. Donc parfois, les gens comment dire, se complaisent dans cette illusion. Donc il faut faire très, très attention à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas interdit, alors c'est compliqué dans d'autres secteurs, je pense au secteur commercial, c'est pas interdit en matière agricole d'avoir des comptes courants. On n'est pas forcément dans l'abus de bien social, mais ces comptes courants, souvent, ils sont constatés au bilan, mais sans règle du jeu. Si moi j'emprunte de l'argent à la Banque populaire, Cyril, sa caisse va me dire, ben, on vous prête sur tant d'années, à tel taux, voici les modalités de remboursement. Les comptes courants, il n'y a jamais rien. C'est rarement écrit quand est-ce que la société devra payer ce qu'elle doit à l'associé ou quand est-ce que l'associé devra remettre dans la société ce qu'il doit. Eh bien, ça a une sacrée conséquence, c'est que la règle juridique, c'est qu'en cas de problème, eh bien, les comptes courants sont exigibles à première demande. Donc, les problèmes, c'est toujours les mêmes. Un divorce. Un divorce, l'épouse va dire qui se sépare, bah écoute, on est titulaire, notre communauté, d'un compte courant de 300 000. Moi, j'ai droit à 150 000. Je veux mes 150 000 tout de suite. Est-ce que la société est capable de donner les 150 000 tout de suite? Non. Donc, vous pouvez avoir une société qui performe du point de vue économique, qui va s'arrêter à cause d'un autre compte courant. Et quand ce n'est pas le divorce, c'est l'autre phénomène redoutable qu'on connaît, c'est le décès. Un associé qui doit 300 000 euros à la société, un père qui la société doit 300 000, le père décède, les enfants vont dire, donc potentiellement, on a 300 000 à partager. Ben, les 300 000, ils ne sont pas dans la succession du père. C'est la société qui lui doit. Et dans la société, il y a un associé qui doit lui-même 300 000. Ben, si les gens demandent le règlement du compte courant, la société est condamnée à cesser son activité. Donc, s'il vous plaît, quand vous faites des comptes courants, écrivez une règle du jeu. La société remboursera le compte courant à hauteur de 5% par an, de 10% par an. L'associé remettra dans la société ce qu'il doit à hauteur de 5% par an. Et donc, Hélène, je reprends mon exemple. Un décès, les frères et sœurs, dépêche-toi de mettre les 300 000 euros que tu dois à la société. Non, je dois 300 000 euros à la société, mais on avait écrit dans une ligne de trésorerie que je rembourserai ces 300 000 à hauteur de 5% par an. Donc, je vais vous mettre 5% cette année, je mettrai 5% l'année prochaine. C'est un cas où la société est capable de continuer. Dans l'autre cas, on est échec. Donc, franchement, c'est des bombes. Et alors, on va voir si Cyril est capable de financer éventuellement ce genre de choses. Parce que parfois, le remboursement est demandé. Donc, est-ce que le banquier finance les comptes courants? Merci Denis d'avoir posé la question. J'en poserai pas de meilleure donc qu'est-ce que vous Oui, alors, proposez Cyril d'un point de vue, banquier? effectivement, pour limiter l'impact de la bombe à retardement, comme l'a évoqué Denis, il y a plusieurs axes. Si la structure a une capacité à rembourser des emprunts nouveaux, c'est la solution la plus simple, c'est-à-dire que le compte courant d'associé est remboursé parce que la société a fait un prêt auprès de la Banque populaire Val-de-France et donc elle a permis de rembourser l'associé. Ça, c'est le cas le plus simple. Mais ce n'est pas toujours possible parce que, comme l'évoque Denis, parfois les comptes courants d'associés, la structure n'a pas la capacité à les rembourser tout de suite ou même sur une durée plus longue. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux éléments. Un, c'est d'assurer. Alors, ça ne couvrira pas le problématique d'accident de la vie, du divorce ou de la séparation qui nécessitera le partage. Par contre, en cas de décès ou d'invalidité, on peut assurer ce compte courant d'associé comme une dette qui est réalisée auprès d'un établissement bancaire. Ce qui permet malgré tout à la structure sociétaire de pouvoir rembourser les comptes courants d'associés après la perception du contrat de prévoyance. Et une autre possibilité qu'on a, c'est de pouvoir remonter les comptes courants d'associés en capital. Auquel cas, l'exigibilité ne sera pas la même, puisque ce n'est pas un compte courant d'associé, mais ça sera des parts sociales, on le constatera dans le capital. Là aussi, il faut l'anticiper, il faut être prudent, il faut être vigilant, parce qu'il faudra bien mesurer est-ce que la société, le cadre juridique dans lequel je suis, me permet de le faire. On évoquait en début le GAEC, qui a des contraintes. Ça ne sera pas forcément le cas, on n'aura pas forcément la possibilité de le faire dans ce cas-là. Donc ça, c'est le cadre juridique. Et puis un autre élément qu'il faut bien mesurer lorsqu'on veut faire des remontées de capital, c'est de s'assurer de la cohérence et de l'équilibre entre les associés. Nous étions 3 associés à équivalence de parts, et dans le cadre de la prise de décision, nous étions chacun à 33%. Si, par le mécanisme de remontée de capital,
un des associés se retrouve avec 51% des parts, vous voyez bien que les règles de gestion, les règles de décision au sein de la structure seront modifiées. Donc ça, il faut l'anticiper. Merci pour, cet éclairage et ces alertes en tout cas sur, en l'occurrence sur le compte courant d'associés. Avant de penser transmission, on a peut-être déjà sauté une étape, mais il faut aussi, développer son patrimoine. L'adage dit qu'il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, donc j'ai 40 ans, je pense, diversification, via l'agrivoltaïsme, via la méthanisation, ou j'ai envie d'acquérir du foncier pour m'agrandir ou pour augmenter mon capital. Est-ce qu'il y a des pièges, dans lesquels il faut pas tomber? Est-ce qu'il faut des cadres bien juridiques, des cadres juridiques, pardon, bien spécifiques, lorsqu'on décide effectivement de diversifier ses activités, pour développer son patrimoine, hein? Cyril, je vous passe la parole et ensuite Denis pour, On peut faire comme ça. Bien évidemment, il y a des cadres juridiques qui, on l'a évoqué, il faudra éventuellement faire évoluer les sociétés. L'agriculture est une activité civile. Et parfois, nos exploitants, pour développer, pour être, enfin, d'autres activités, pour faire de la diversification, créent des activités qui sont commerciales. Et donc, il faudra bien juridiquement séparer l'activité civile qui sera réalisée dans des sociétés civiles agricoles d'une activité commerciale qui seront gérées dans une structure juridique commerciale. Donc ça s'anticipe également. Après, il faudra mesurer la cohérence de ces nouveaux projets par rapport à la structure. Est-ce qu'il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté ressources humaines? Est-ce que je serai en capacité de gérer toutes ces activités-là? Donc tout ça, faut pouvoir le mesurer, l'anticiper et l'évoquer, le partager avec les conseils, de façon à ce qu'après, on puisse adapter le cadre juridique. Et là, on fait appel, on se retourne, si tant est qu'on a du foncier, vers les notaires pour nous accompagner dans la rédaction des actes les plus appropriés à la situation du porteur de projet. Denis, il y a un sujet sur lequel, je voulais vous faire réagir, c'est par rapport à l'acquisition de foncier, quand on veut effectivement, développer son patrimoine. Est-ce que c'est un bon réflexe ou pas? Ah ouais, alors Hélène, c'est une excellente question et c'est un vrai sujet parce que même si on parle parfois d'agriculture hors sol, jusqu'à nouvel ordre, pour être agriculteur, il faut du foncier, aussi infime, soit-il. Donc c'est une vraie, question, l'accès au foncier. Alors souvent, on ne peut pas en vouloir aux gens, mais ils se disent: «Si je maîtrise pleinement, totalement, définitivement mon foncier, ce sera parfait» et donc souvent, ils songent forcément à l'acquisition en premier lieu. Alors l'acquisition, c'est sans doute la meilleure maîtrise du foncier, mais l'acquisition, ça coûte cher. Même si en France, les terres ne sont pas si chères que ça comparé à nos voisins européens, vu quand même le prix moyen d'un hectare de terre en France, la taille des exploitations, le risque, c'est que si on met tout dans le foncier dès le départ, est-ce qu'on aura la capacité de contracter auprès de la banque d'autres emprunts pour acheter du matériel, des stocks, des animaux, etc., etc. Donc, avoir du foncier, oui, mais peut-être pas d'emblée envisager l'acquisition. Ou alors, si on envisage l'acquisition, c'est parfois de le faire porter par d'autres. Ça peut être porté par un GFA, porté par une coopérative, porté par la SAFER qui, avec des opérations bancaires, peut temporairement porter le foncier. Il peut y avoir différents montages. Donc, il ne faut pas se priver de, si on peut acheter du foncier, pourquoi pas, mais pas privilégier ça au départ et peut-être aller sur un phénomène plutôt de bail. Même si on a une difficulté, c'est que le bail est encadré par principe par le statut du fermage, qui est un statut d'ordre public, ancien, protecteur, contraignant et qui fait peur. Donc les propriétaires peuvent être peu enclins à consentir des baux. Et moi, j'aurais tendance à dire, partons peut-être plutôt sur la location en privilégiant, en gardant sa capacité financière pour le matériel, les outils finalement économiques indispensables à faire tourner l'exploitation, et puis au gré de la vie, parce qu'on est locataire et le bien est vendu, exercer son droit de préemption, parce qu'un voisin vient vous proposer, parce qu'une structure à côté s'arrête, au gré de la vie, monter en puissance sur la propriété directe, j'allais dire.
Alors, Hélène, il faut quand même rappeler aux gens un chiffre qui est quand même symptomatique, hein, c'est qu'en France, 80% des exploitants agricoles, j'ai bien dit 80%, ne sont pas propriétaires du foncier. Ils sont en ce qu'on appelle en faire-valoir indirect. Alors, souvent c'est mélangé. Vous avez rarement des gens qui sont 100% locataires et des gens qui sont 100% propriétaires. Mais quand on démarre, on est rarement propriétaire et on va s'enrichir en termes de propriété au fur et à mesure. Donc le foncier, oui, mais en étalant ça dans le temps. Il y a une dimension aussi de faire attention aux nouvelles acquisitions par rapport aux potentiels, successeurs et cetera, i On l'a vu dans la viticulture, quand tout va bien, j'achète du foncier quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter du foncier à 10-15 km, de mettre des outils sur la route pour aller exploiter? Quand on achète du foncier, il faut essayer de dire, bah, en cohérence, je vais privilégier ce qui est à proximité. Plus facile à utiliser aujourd'hui, plus facile peut-être à revendre demain. Ça va renforcer la cohérence de mon exploitation parce que c'est plus ou moins d'un seul tenant. Il faut éviter de s'éparpiller parce que ce ne sera pas simple pour la gestion, donc pas simple pour la transmission. Et quand je dis transmission, que ce soit dans un cadre familial ou vis-à-vis d'un extérieur à la famille. Donc, il ne faut pas acheter du foncier pour acheter du foncier. Il faut acheter du foncier en cohérence par rapport à ce que j'ai déjà. À ce que j'ai déjà. je crois que Cyril, la cohérence, c'est aussi, Oui, quelque chose auquel vous tenez beaucoup. tout à fait, la cohérence économique et puis de se projeter, et je rebondis sur ce que vient d'évoquer Denis, c'est-à-dire que même lorsqu'on va faire de l'acquisition de foncier, il faut bien réfléchir à demain, ce foncier, il va aller à qui? Si j'ai plusieurs enfants, est-ce que j'aurai d'autres patrimoines que le patrimoine professionnel, que mon patrimoine foncier pour répartir au moment de la succession, l'actif successoral? Donc, je dirais, et d'un point de vue de la banque, même si on n'a pas de souci pour financer le foncier, on va quand même échanger avec le porteur de projet pour dire, est-ce que la meilleure solution, c'est d'acheter seul, en pleine propriété, c'est d'acheter en démembrement de propriété, un l'usufruit, l'autre la nue propriété, ou d'acheter via une société? C'est-à-dire que quand j'achète, je dois quasiment me poser la question de, à l'issue, ce foncier que j'achète aujourd'hui, qu'est-ce qu'il deviendra demain? Je voudrais qu'on s'achemine, vers la fin de notre échange pour donner un petit peu de place aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent pour, laisser un peu de temps, pour, poser leurs questions. Une dernière question peut-être un peu plus large, à vous 2. Quand est-ce que je dois me poser des questions, sur mon patrimoine? Quand est-ce que je dois me poser tranquillement avec, enfin pour me poser des bonnes questions et comment je dois m'entourer? Avec qui je dois réfléchir? Denis, vous pouvez commencer si vous voulez. Alors, si je commence, mais vous verrez que j'imagine sans peine que le discours de Cyril ne sera pas très différent du mien. Moi, j'ai tendance à dire de fonctionner par décennies. Par décennies, et vous allez comprendre, c'est à la fois un réflexe notarial et un réflexe autre. Dans la phase 20-30 ans, on est clairement sur une phase d'installation. On va investir, on va créer son outil de travail, on va mettre en place ses outils, on va choisir sa structure, on l'a dit. De 30 à 40, on est plus dans une phase de développement. Comment je peux gagner en productivité, est-ce que je peux saisir des opportunités, etc. Et à partir de 40 ans, on est clairement dans la phase de consolidation. Donc à partir de ce moment-là, c'est là que Cyril a dit, quand on achète, mais pourquoi j'achète? Je me diversifie, mais je me diversifie dans mon outil de travail, dans autre chose. Comment je transmettrai à terme? Et puis, quand on est rentré dans la phase 50, là, clairement, on pense à sa transmission. Et ça tombe bien parce que nous, en matière côté notarial, on dit souvent aux gens, bah, ne transmettez pas la pleine propriété de vos biens ou de vos parts. Pourquoi? Bah, parce que d'abord, il faut garder des revenus supplémentaires par rapport à la faiblesse de votre retraite agricole, généralement. Donc, ne transmettez que la nue propriété et conservez l'usufruit des biens ou des parts. Comme ça, vous aurez les loyers versés au GFA ou les loyers versés aux propriétaires bailleurs. Et en plus, comme vous ne transmettez que de la nue propriété, on ne calculera les droits pour l'État français que sur la nue propriété transmise. Or, avant 61 ans, si je donne un exemple, bah, l'usufruit est de 50, donc la nue propriété vaut 50. Quand on a passé 61, son usufruit tombe à 40, la nue propriété monte à 60, et ainsi de suite. Donc, chaque décennie qui passe,
on perd 10% en usufruit et la nue propriété augmente inversement de 10%. Donc souvent, de réfléchir par décennie comme ça, c'est pas mal de faire le point. Et on le sait tous, même dans votre vie professionnelle, 10 ans, c'est long et ça passe vite. On fête aujourd'hui un triste anniversaire. 10 ans, on a l'impression que c'était hier ce qui est arrivé. Donc si on pouvait, s'il vous plaît, les agriculteurs, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, faire ces 3 points d'étape, et puis venir voir vos conseils, et ça oblige aussi. Et comme ça, bah, Hélène, à 60, dans la décennie 60, on est prête à transmettre. Cyril, Je ne peux qu'aller dans le sens de Denis, de se dire qu'il faut se voir régulièrement et tous les 10 ans, effectivement, il y a les enjeux de seuil nue propriété et usufruit. Mais il y a aussi sur des placements financiers où on a sur l'assurance vie, sur des PEA, sur différents outils de placement qu'on a, des seuils à prendre par rapport à des dates. En fait, et ce qu'on a tendance à dire dans notre jargon, c'est prendre date. C'est-à-dire commencer à ouvrir des supports de placement qui permettent d'avoir des avantages fiscaux et sociaux. Mais pour ça, il faut prendre date à un moment donné. Donc, tout au long de sa vie, il faut se poser des questions, réarbitrer en fonction de l'épargne qu'on a déjà, de l'épargne tout à fait liquide, tout à fait disponible, jusqu'à l'épargne un peu moins disponible, mais parce qu'on sait qu'on a déjà suffisamment d'épargne liquide de disponible. donc tous les 10 ans, je m'assois, je convoque, parce que là, aujourd'hui, on a la chance de vous avoir tous les 2, à la fois un regard de financier, un regard juridique. Est-ce que quand je prends rendez-vous avec mon notaire et mon banquier en même temps, pour faire un audit patrimonial? Je travaille comment? Est-ce que faut vous mettre ensemble dans la même pièce? Pour moi, c'est le plus simple D'accord. de mettre à la fois l'exploitant, son conseil de gestion, son expert comptable, son notaire, sa banque, quand on est sur des notions de patrimoine. Parce que ça permet d'avoir tous le même discours, en tout cas on entend la même chose au même moment. On a tous fait quand on était plus jeune des exercices, je te passe une info et que tu la passes au suivant, et quand elle arrive au dernier, c'est pas forcément exactement la même chose que le premier message qui a été passé. Le gros avantage d'être tous ensemble dans la même pièce, c'est de pouvoir avoir tous le même niveau de connaissance. Et c'est aussi pouvoir rebondir les uns les autres en fonction de notre casquette, notre prisme de lecture. Et donc de challenger et d'aller beaucoup plus vite dans la réflexion et dans l'avancée des projets. Et j'aurais tendance à, non, je prends quelques instants encore, de Mmh. dire, il faut aussi le faire en deux étapes quand on est en société. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous qui se feront entre associés, si on est deux ou trois dans la structure, où là on va gérer les questions professionnelles. Et puis après, on va refaire le même rendez-vous, mais à titre personnel. Et là, avec le conjoint, conjointe, voire les enfants. Parce que, en fait, on aura deux enjeux. Il y a l'enjeu professionnel et l'enjeu privé, qui sont certes très liés, très imbriqués, mais qui sont avec des partenaires différents. Denis, j'imagine que vous partagez, ce point de vue? Je partage et je rajouterai même quelque chose. C'est vrai que Cyril a dit, gain de temps, même discours, etc. Et puis surtout que on se répond les uns des autres, les professionnels, parce que c'est pas la peine que j'imagine, moi, du point de vue juridique, une solution qui me paraît séduisante, une construction qui serait intelligente. Si Cyril, côté banque, me dit, mais moi, je ne peux pas financer ce genre d'acquisition, je ne peux pas financer ce genre de transmission parce que la situation personnelle, parce que la situation économique ne le permet pas. Donc, on a tous intérêt à se réunir. Et puis enfin, pourquoi les agriculteurs ne feraient pas le point régulièrement avec leurs conseillers professionnels quand ils décident d'acheter un tracteur? Ils vont bien voir, ils font bien des salons du machinisme, ils vont bien voir différentes marques. Pourquoi ils n'iraient pas voir leurs conseillers en disant, bon, en ce moment, j'arrive au bout d'un certain prêt, vous me conseillez quoi, vous, Cyril Banquier? De réinvestir, de resouscrire un prêt, etc. Vous, notaire, rappelez-moi, c'est quand que je dois transmettre? C'est l'histoire des 60, 61, c'est quoi? Rappelez-moi, régulièrement faire le point, comme on le fait avec les autres activités, avec les autres acteurs économiques, pardon. Alors, à leur décharge, ils ont, comme tout le monde, le nez dans le tracteur, si j'ose dire, et ils n'y pensent pas. Mais vraiment, vraiment, il faut faire le point et réunir le maximum de conseillers en même temps, parce que sinon, Cyril l'a bien dit, l'information, il y aura de la dilution et de la perte de compréhension. Oui, parce que vous avez aussi un langage, si vous êtes tous les 2 ensemble au même moment, c'est peut-être aussi plus simple de décrypter.
Je vais prendre, une question qui nous est arrivée, par le biais du chat, que je trouve, enfin, qui fait bien, suite à tout ce qu'on a dit. Les spécificités de la fiscalité agricole encouragent l'investissement et l'amortissement au risque de mettre à mal les trésoreries. Protéger son patrimoine ne passe-t-il pas par une approche plus équilibrée entre investissement et consolidation de la trésorerie, surtout dans un environnement de plus en plus volatile? Prix, aléas climatiques, etc. Je pense que ça résonne en vous, Cyril. Oui, tout à fait, je l'ai évoqué, la priorité, c'est la cohérence économique. En fait, il faut s'assurer de la durabilité de nos exploitations. Alors effectivement, il y a des articles, du code général des impôts qui permettent d'avoir quelques allégements en cas d'investissement, même si aujourd'hui ils sont quand même, beaucoup plus faibles que ce qu'on a pu le constater par le passé et ils sont plutôt incitatifs à la protection des aléas climatiques et ça, c'est très bien. Après, il faut dire une chose, ce n'est pas parce que la loi autorise à avoir des avantages fiscaux qu'on Qu'il est faut en user. obligé d'investir, en utilisant cet avantage fiscal. L'investissement doit avant tout servir au développement et à la sécurisation de l'exploitation agricole. Après, on peut faire d'autres placements, d'autres défiscalisations à titre personnel pour se constituer un patrimoine pour la retraite. Denis, est-ce que la question vous inspire aussi ou? Je crois que sur les 2 premières décennies, on est vraiment dans le développement et la consolidation et après il faut réfléchir, est-ce que c'est encore raisonnable, lorsqu'on bascule sur les dernières décennies, voire la dernière décennie, de continuer à investir? Est-ce qu'il vaut mieux pas réfléchir à investir hors agriculture pour préparer sa transmission, son exploitation? Parce qu'on a aussi des gens qui investissent jusqu'au bout. Alors ça peut présenter des intérêts du point de vue de la pression fiscale, de la pression sociale, mais à quoi bon cesser son activité à 60 ans avec un matériel dernier cri si personne ne reprend en derrière? Donc je pense que cette course à l'investissement permanente, elle a une raison d'être tant qu'on monte en puissance et qu'on cherche à consolider son exploitation. Elle a sans doute moins de raison d'être sur la deuxième partie ou la fin de sa carrière. J'ai une question sur le pacte Dutreil. Est-ce que le pacte Dutreil peut s'appliquer lorsque le successeur, devenu gérant de la société, exerce plusieurs activités professionnelles ou l'activité agricole doit-elle constituer son unique activité? En Denis, principe, hein, il faut que son activité agricole, soit, prépondérante, sinon ça lui serait, reproché. Donc il faut une activité agricole, prépondérante, pour, avoir, ce type de situation. OK, alors comme je suis maître, aussi des horloges, je vois que l'heure tourne. Messieurs, en un mot, vous comment vous pourriez conclure? Sur un mot, hein. Je donne la parole à Cyril pour laisser Denis réfléchir. Parce que je demande qu'un mot, Denis. un mot qu'on a déjà utilisé, pour moi, c'est anticiper. Anticiper, c'est ce qu'il faut retenir. Denis? Ça fait plus qu'un mot. Merci à tous les 2 en tout cas, pardon? J'ai pas entendu. Ah d'accord. Je crois que, durant cet échange, enfin, on le sait et puis on l'a compris à nouveau, l'agriculture, c'est bien plus qu'un métier, et nécessite de se constituer, ne serait-ce que pour réaliser son activité professionnelle, un patrimoine qu'il faut protéger, optimiser et transmettre. La structuration juridique dès le début de sa carrière paraît être primordiale. Il est aussi indispensable de penser à bien protéger ses biens personnels et tout aussi indispensable de penser à la cohérence de l'ensemble quand il s'agit aussi de faire des nouveaux investissements fonciers ou de nouveaux projets de diversification. Heu, je retiens aussi que la transmission de ce patrimoine doit s'anticiper. La boîte à outils, qu'elle soit, juridique ou financière, elle paraît parfois un petit peu complexe.
Donc j'ai l'impression qu'il faut surtout ne pas hésiter à bien s'entourer et à bien questionner les professionnels, qui sont autour de nous et qui sont à notre en général disposition pour faire, du sur-mesure et pas du prêt-à-porter, c'est ce que je retiens aussi. Donc pour que votre exploitation agricole, heu, pour pour que sa belle histoire puisse continuer à être transmise, plutôt que ça devienne un casse-tête à régler, je vous encourage donc à consulter, le livre blanc, proposé par, Banque Populaire et le groupe France Agricole, que vous pouvez télécharger, je pense, dans le lien du chat qui s'affiche. Et je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, une bonne continuation et à très bientôt. Merci Denis, merci Hélène, bonne fin de journée à tous. Pouvoir consacrer, cette émission à un thème important parce que c'est vrai que si on ne sait pas transmettre, ça va être compliqué pour nos campagnes demain. Merci beaucoup, bon après-midi.